Il y a un aller-retour assez intéressant entre les résultats expérimentaux et les théories. Dans l'astrophysique, il y a deux démarches. On observe des objets, on fait des observations, on corrèle certaines propriétés, et puis on fabrique les théories après. C'est ce qui s'est passé pour la compréhension de l'évolution des étoiles, par exemple, qui a été comprise quand on a eu la physique nucléaire. Par contre, la cosmologie a fonctionné plutôt avec des théories qui étaient construites sur des a priori qu'on pourrait appeler philosophiques. Est-ce que l'univers est fini ou infini? Est-ce qu'il est toujours le même? Qui sont des questions que se sont d'abord posées les philosophes avant de se poser en termes scientifiques. La cosmologie, si j'anticipe en parlant de Planck, est un exemple historique extraordinaire pour la science, parce que la théorie a précédé les observations de façon permanente pendant un siècle. Donc on voit sur la comète de Halley, on ne savait vraiment rien et l'observation a été une surprise considérable. Et tandis qu'on a l'impression, avec la cosmologie, que des fois d'avoir simplement validé certaines théories. Si on fait démarrer la cosmologie moderne à la théorie générale de la relativité par Einstein, eh bien, Planck arrive au bout de ce siècle comme une espèce de conclusion, en validant plus le modèle qui était le plus couramment admis, plutôt que en remettant tout en cause. Il y a vraiment un continuum d'activités. Depuis les concepts les plus abstraits, et ça c'est vraiment c'est ce que j'appellerais la théorie, la haute théorie pure, jusqu'à la modélisation qui finalement correspond à traduire ces concepts abstraits en des observables. Et on voit bien que ça ne s'arrête pas en plein milieu en disant « Bon, ok, moi j'ai fait mon travail, je suis théoricien, j'ai mes idées, j'ai fait mes équations, et puis maintenant à toi de te débrouiller avec pour en sortir quelque chose qui a du sens par rapport à ce que l'instrument va mesurer. » En réalité, on travaille ensemble. Mais ce qui est assez amusant, c'est que finalement, on travaille ensemble avec une tournure de pensée et aussi avec un jargon, avec un langage qui est différent. Et ça, c'est intéressant parce que quand on discute avec nos amis théoriciens justement sur un problème, par exemple, aussi terre à terre que mesurer la température du rayonnement fossile, on va parler de mesure, de température et de rayonnement fossile quand on est modélisateur, c'est-à-dire qu'on a le mot mesure, c'est-à-dire la quantité, sur quoi ça porte la température, et le rayonnement fossile, c'est l'observable, l'objet d'étude. Et quand on va s'adresser à un théoricien va dire des choses différentes. Il va dire l'impact des perturbation initiale de densité générée par l'inflation amenée à des grandeurs macroscopiques. Et vous voyez, c'est tout de suite des termes qui sont différents parce que le domaine de pensée, les outils utilisés ne sont pas les mêmes. On se met à travailler ensemble. Et dans ces phases-là, eh bien, chacun arrive d'abord avec un peu ses compétences, ses connaissances, mais commence à se nourrir des compétences et des connaissances de l'autre. Alors effectivement, il y a cette première phase de « faut qu'on se comprenne ». Parfois, il y a des jargons un peu différents. Par exemple, moi, dans mes recherches sur l'univers très jeune, il y a une approche sur laquelle je travaille actuellement qu'on appelle, alors en anglais, c'est « Separate Universe ». Et pour les gens qui étudient aussi la distribution des galaxies dans l'univers, il y a aussi une approche qui a le même nom, mais qui n'est pas vraiment la même chose en fait. Bon, il faut
C'est juste que le jargon se développe comme ça. Il n'y a pas de mots qui existent déjà, donc un jargon se développe. Tant que les deux personnes qui travaillent sur ce genre de choses n'ont pas communiqué, ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils utilisent le même jargon pour deux choses pas radicalement différentes, mais pas exactement la même chose non plus. Évidemment, mon travail de recherche, ce n'est pas moi isolé. Et à la fois, je suis inscrit dans une équipe à l'IAS, on appelle l'équipe travaille tous en cosmologie, pas tous forcément sur l'univers primordial, donc certains travaillent plutôt justement sur l'état évolué de ces graines, les grandes structures, les galaxies, la toile cosmique. Et certains travaillent beaucoup plus avec des observations et l'interprétation des observations, quand moi ça va être plus sur des aspects théoriques. On pourrait penser qu'en tant que scientifique, seul compte ce qu'on observe, ce qui est observable, et ce qui est mesurable. Et donc là-dedans, la mesure, l'instrumentation sont déterminantes. Mais ce serait passé à côté d'une réalité qui est tout à fait, qui dit exactement le contraire, c'est qu'on ne cherche à mesurer que ce sur quoi on a une théorie et pour lequel on émet des idées. Et donc il y a cette espèce d'aller-retour avec des choses extrêmement surprenantes que j'ai rencontrées. Je pourrais parler de l'expérience IKS qu'on a faite, qu'on a embarquée sur une sonde Vega, sur une des sondes qui est allée croiser la comète de Halley à 10 000 km seulement du noyau de la comète. Pour ça, il fallait faire l'objectif, ce que faisait IKS, c'était mesurer d'une part le spectre, mesurer les composantes, les composés libérés par la comète, et d'autre part, il y avait un canal image qui était destiné à mesurer la température dans l'infrarouge du noyau de la comète de Halley. Et je dois dire que la température à laquelle on a abouti, qui est une température d'environ 400 Kelvin, c'est-à-dire de plus de 100 degrés Celsius, ça a un peu surpris beaucoup de monde, puisque pour le modèle d'une comète sur lequel on s'appuyait, c'était que la comète était une boule de neige sale. Alors, même pour de la neige sale, 400 degrés Kelvin, c'était très chaud. Plus de 100 degrés, c'était très chaud. Ce qui veut dire que ce qu'on observait dans l'infrarouge, eh bien, c'était essentiellement la poussière, c'était une couche de poussière, ou des rocs peut-être, qui étaient à la surface de ce noyau. Maintenant, alors le retour à la théorie, eh bien, c'est que une fois ces données acquises, il a fallu les interpréter, ce qui était assez compliqué, parce que avec juste deux bandes de mesure dans l'infrarouge, on arrivait à évaluer des températures. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait faire des hypothèses et aussi avoir des mesures dans d'autres domaines de longueur d'onde. Évidemment que une grande partie de mes travaux théoriques, je ne vais pas spécialement interagir avec quelqu'un qui fait de l'instrumentation, mais parce que il y a plein d'aspects où on est vraiment les mains dans le cambouis, et là j'interagis plutôt avec des collaborateurs qui sont aussi théoriciens. Mais à un moment, si on prend encore une fois l'exemple de la plus vieille lumière de l'univers, il faut des modèles théoriques pour interpréter ces observations. Il faut tout un tas de techniques d'analyse de données de ces observations pour en tirer un maximum d'informations. Il faut tout un tas de gens qui soient capables de concevoir ces instruments, de comprendre leur manière de fonctionner, parce que ce sont des instruments de niveau de précision extrême, et c'est pas, il ne suffit pas d'un manuel utilisateur, c'est des dizaines d'années de développement.